Connaissez-vous les très célèbres missiles V2 tels que je vous les montre actuellement? Je pense que oui. Ces fusées ou missiles balistiques V2 font partie des Wunderwaffen allemandes qui auraient dû permettre au Troisième Reich de gagner cette Seconde Guerre mondiale. Comme vous le savez, le thème principal de la chaîne est la bataille de Verdun, mais aussi la ville de Verdun en elle-même. Vous allez voir qu'aujourd'hui je ne ferai pas de hors-sujet, car vous allez très vite vous rendre compte que les missiles V2 et la ville de Verdun sont étroitement liés. En effet, en 1944, nous aurions dû tirer des missiles V2 depuis la ville de Verdun. Donc aujourd'hui, je vais vous faire découvrir cette histoire. Alors déjà, revenons sur le contexte qui entoure la ville de Verdun. La ville de Verdun est mondialement connue en raison des diverses guerres qui ont fait rage dans la ville. On rappelle que Verdun, c'est une ville qui a été assiégée 11 fois. Son 11e siège sera la bataille de Verdun, qui se jouera entre le 21 février jusqu'au 18 décembre 1916. Alors attention, il existe une confusion, il n'y a pas de combat en 1916 dans les rues de la ville directement. Il se joue plus au nord, de l'ordre d'une dizaine de kilomètres, c'est le très célèbre champ de bataille de Verdun. Alors attention, la ville de Verdun, aucun combat ne font rage dans ses rues, mais d'un autre côté, la ville est largement bombardée par l'artillerie allemande. Elle sera largement détruite à la fin de la Première Guerre mondiale. Et la bataille de Verdun devient tout un symbole de cette Première Guerre mondiale. On rappelle qu'en 1916, c'est 1 100 000 Français et 1 200 000 Allemands qui ont combattu au nord de Verdun, donc sur ce très célèbre champ de bataille. Donc en effet, Verdun devient un symbole générationnel. Une génération entière d'hommes de 20 ans a été brisée sur ce sol meusien. Vous allez voir que ça va avoir une importance pour la suite du récit. Verdun, c'est donc 300 jours de combat, c'est 300 000 morts et c'est 400 000 blessés, français comme allemands. Et 100 000 portés disparus à la fin des 10 mois de la bataille de Verdun ou de ces 300 jours. Ça veut dire que par jour, plus de 1000 hommes meurent et plus de 1000 autres sont blessés, français comme allemands. On aura tiré, en 10 mois de temps, en 300 jours de combat, environ 60 millions d'obus sur le champ de bataille de Verdun. Donc vous comprenez tout de suite le symbole de cette bataille de Verdun. C'est une bataille qui est inédite, c'était littéralement du jamais vu à ce moment-là, et ça a été la bataille la plus intense et la plus importante de toute la Première Guerre mondiale. On pourrait comparer avec d'autres batailles qui elles aussi ont marqué leur temps, mais dans l'imaginaire collectif, Verdun reste la bataille de toute la Première Guerre mondiale. C'est tellement un symbole que même encore aujourd'hui, on peut faire remettre à titre posthume la médaille de Verdun pour des combattants morts au combat durant la bataille de Verdun ou ayant survécu à cette dernière. Et cette médaille avait déjà été mise en place fin 1916, alors que la bataille de Verdun n'était pas officiellement terminée. Parlons maintenant de l'après-guerre. En effet, fort heureusement, la Première Guerre mondiale s'arrête en 1918. Et dès 1919-1920, Verdun devient en quelque sorte une zone touristique et historique, bien évidemment. Beaucoup de pèlerins se succèdent en ces lieux pour se recueillir. Certains même sont d'anciens combattants. On trouve également d'anciens combattants qui veulent revenir sur les traces de leurs camarades ou revenir sur les lieux où ils ont combattu. Et en 1920, près de 500 000 visiteurs se pressent chaque année sur le champ de bataille de Verdun dans le but de se recueillir. On commence évidemment à inaugurer plusieurs monuments. Déjà le monument de la tranchée des baïonnettes, et en 1932 est inauguré le monument emblématique de la bataille de Verdun. C'est l'ossuaire de Douaumont qui recueille en sa crypte les restes de 130 000 soldats environ. On commence également à exhumer des soldats qui étaient dans des nécropoles et cimetières provisoires et on les rassemble à la grande nécropole nationale de Fleury devant l'ossuaire. Donc dès 1920, Verdun devient le symbole de la Première Guerre mondiale et devient en quelque sorte le lieu où se rendre pour se souvenir des combattants de la Grande Guerre. À ce moment-là, Français comme Allemands viennent visiter le champ de bataille. On a les deux nations qui sont déjà présentes sur le champ de bataille dans le but de se recueillir dans un premier temps. Arrive ensuite une date qui va être très importante, c'est 1933. 1933, vous savez très bien ce qui s'est passé. Adolf Hitler obtient les pleins pouvoirs en Allemagne. Il était le chef du parti NSDAP, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, donc parti national-socialiste des travailleurs allemands, dont il avait pris la tête dès 1919, et là en 1933, il accède au pouvoir en Allemagne et a donc les pleins pouvoirs.
Et là commence à arriver une période assez trouble. On comprend que Hitler et son parti sont extrêmement turbulents dans le paysage socio-économique et même historique de l'Europe à ce moment-là, et on a peur évidemment qu'une nouvelle guerre soit déclenchée. En 1936, on a une délégation allemande avec des étendards nazis, donc avec des étendards ornés de la croix gammée, qui se rendent à l'ossuaire de Douaumont en faisant le serment de chercher la paix et de la préserver. Et en effet, beaucoup ne sont pas dupes. On sait très bien qu'une nouvelle guerre est sur le point d'avoir lieu. Il y a énormément de tensions. Suite au traité de Versailles de 1919, donc le traité de paix, on a énormément de tensions entre la France et l'Allemagne. La France occupe la Ruhr, prélève énormément de matières premières à l'Allemagne, sanctionne très lourdement l'Allemagne, et donc une poudrière géante commençait déjà à émerger dès 1919. Et là, en 1933, un homme, Hitler, a les pleins pouvoirs. Et donc on a extrêmement peur qu'il déclenche une seconde guerre mondiale. Et là, nous avons un homme, donc Hitler, qui aimerait rendre son pays, donc l'Allemagne, encore plus forte que ce qu'elle n'a été durant la Première Guerre mondiale, ou même tout simplement de lui redonner sa stature de puissance nationale. Et pour ce faire, malheureusement, il choisira la guerre. On est maintenant en 1939, la Seconde Guerre mondiale se déclenche, et un an après seulement, même pas un an après, en 1940, au printemps 1940, la France perd contre l'Allemagne. Déjà en 1938, les tensions étaient grandissantes. C'est pour ces raisons que le 511e régiment de chars de combat procédait à beaucoup de manœuvres autour de Verdun, car on savait très bien que c'était la porte vers Paris. Les Allemands devraient passer par Verdun, et dans tous les cas, passer par Verdun était déjà essentiel d'un point de vue stratégique, mais aussi symbolique. Vous allez très vite comprendre après, au fur et à mesure du discours. Donc en 1940, c'est la débâcle. Alors il ne faut pas imaginer l'armée française qui perd partout, qui se rend les bras en l'air. Évidemment que non, on a beaucoup d'îlots de résistance qui se forment un peu partout sur la ligne Maginot et un peu plus en arrière, et même à Verdun. En 1940, les Allemands arrivent au niveau de Bras-sur-Meuse, et à Bras-sur-Meuse, du moins plutôt sur les hauteurs, se trouve l'ouvrage de Froidterre. Ouvrage de Froidterre qui a été très important durant la bataille de Verdun, car le 23 juin 1916, il n'est pas tombé aux mains des Allemands, permettant de verrouiller l'accès sur la Meuse. Ça a tenu à peu de choses, mais Froidterre a tenu. Et donc en 1940, ces occupants veulent montrer là aussi qu'ils sont dans les traces des combattants de 1916 et résistent du mieux possible. Des tirs sont effectués avec la tourelle Galopin de l'ouvrage de Froidterre. Une riposte allemande ne se fait pas attendre. De la charge creuse est tirée sur la tourelle et on comprend bien qu'il vaut mieux se rendre. Les Français, pour l'honneur, incendieront la tourelle de 75 mm et se rendront aux Allemands. En 1940 arrive un ultime affront. Les Allemands défilent dans la ville de Verdun qu'ils viennent de prendre, sans réellement combattre. Donc imaginez-vous l'affront, là où en 1916, on a combattu comme des lions du côté français, et on a arrêté les Allemands à 5 km de la ville, et là maintenant en 1940, ils entrent sans être inquiétés. Beaucoup de photos célèbres seront prises, et un grand défilé allemand sera mis en place au niveau du monument de la victoire, qui est tout un symbole, qui a été inauguré en 1929, le monument à la victoire française devant Verdun, monument également qui recueille les fichiers des soldats français ayant reçu la médaille de Verdun, donc c'est tout un symbole pour l'armée allemande. Défilé devant le monument de la victoire, mais cette fois-ci les victorieux, ce sont les Allemands. Et Verdun, comme j'ai pu vous le dire, c'était un symbole national à la fin de la Première Guerre mondiale, à tel point que c'était d'ailleurs à Verdun, en 1920, 10 novembre 1920, que sera choisi le très célèbre soldat inconnu qui repose sous l'Arc de Triomphe, qui a été choisi par Auguste Tain, un soldat du 132e régiment d'infanterie, qui choisit donc le 6e cercueil en additionnant les chiffres de son régiment, qui sera le symbole de tout un peuple en larmes, le soldat inconnu. En 1940 commence donc l'occupation allemande à Verdun, et Verdun devient un lieu emblématique pour les officiers supérieurs allemands ou même d'anciens vétérans qui ont combattu en 1916. Le champ de bataille de Verdun est largement visité par l'occupant. Tous les monuments sont occupés, beaucoup posent devant ces derniers, donc on comprend que des heures sombres commencent à arriver. L'occupation allemande fait extrêmement peur aux Verdunois, bien sûr, car la répression, à ce moment-là en 1940, était extrêmement cruelle. Nous avons donc à Verdun une commande d'atour pour veiller au bon fonctionnement de l'occupation.
à la sécurité, donc aussi bien des Verdunois, mais aussi surtout de l'occupant allemand. On a également un foyer de soldats qui sera donc dans un ancien hôtel à Verdun. Le Coq Hardy, lui, est un endroit qui va être très fréquenté par l'armée allemande pour profiter du bon temps. On pouvait y boire un verre, on pouvait donc y manger, on pouvait même y dormir. Donc c'est un endroit qui sera largement fréquenté par l'armée allemande. Donc Verdun devient en quelque sorte le lieu où tous les soldats allemands veulent se rendre. Donc on comprend bien que la politique du NSDAP allemand a une grosse emprise sur Verdun. En effet, c'est une ville qui était déjà assez importante d'un point de vue démographique à cette époque. On a évidemment quelques îlots de résistance qui se forment. En Meuse, on en a eu énormément, des îlots de résistance qui se formaient. Mais nous avons la Gestapo, les soldats allemands qui sont en mesure de répondre et de réprimander les résistants. C'est pour ces raisons d'ailleurs que seront récupérées les galeries souterraines de la citadelle de Verdun. Certaines galeries serviront de prison pour l'armée allemande, pour emprisonner des civils, des prisonniers politiques ou des résistants. Les Allemands réquisitionnent également le colombier de la citadelle de Verdun, qui servira malheureusement de lieu de triage des déportés juifs de Verdun vers l'est de l'Europe, qui servira également de prison, qui aujourd'hui a été détruit et ne laisse plus place qu'un simple parking. Et une plaque commémorative rappelle l'histoire du colombier de la citadelle souterraine de Verdun, lieu de passage pour les juifs de Verdun, qui est ensuite envoyé dans les camps de concentration ou d'extermination. Dès 1940, le champ de bataille de Verdun est visité par l'occupant allemand, bien évidemment. Et l'organisation Todt commence à comprendre quelque chose. On a besoin de matières premières, on a besoin d'acier robuste, et on a autour de Verdun des fortifications. Ça, c'est l'une des premières empreintes de l'occupation allemande de 1940 autour de Verdun, c'est le ferraillage. On va récupérer beaucoup de matières premières, donc on récupérera des tourelles, des observatoires cuirassés, des fortifications serrées de rivière de Verdun. On fera refondre pour en refaire des armes ou du matériel. C'est le cas par exemple de l'ouvrage de la Laufey, ouvrage dans lequel l'observatoire et la tourelle 75 mm Galopin ont été prélevés pour être ferraillés et servir ensuite de matière première pour de l'armement ou d'autres constructions. On rappelle qu'à ce moment-là, on commence aussi à penser au mur de l'Atlantique, on a besoin d'énormément de matériaux. Ça servira également à construire des fortifications allemandes en vue d'une libération de la France par les Alliés. Les heures sombres à Verdun vont commencer à arriver en 1944. Et les heures sombres en 1944 touchent toute l'Allemagne. L'armée commence à être en débâcle. Au 6 juin 1944, le débarquement de Normandie, bien que très meurtrier, réussit. Les Alliés arrivent enfin à pénétrer sur le sol français. Les soldats communistes de l'URSS, donc les Russes, font pression à l'Est et commencent à prendre l'Allemagne en étau, et commence donc la folle course vers Berlin. Le 31 août 1944, des civils verdunois seront récupérés, seront capturés par des soldats allemands qui étaient sur le point d'être en déroute vers l'Allemagne. On les emmènera près d'un petit massif boisé près du tunnel ferroviaire de Tavannes. Ils seront tous fusillés et laissés là, dans une fosse commune. Et c'est seulement en décembre 1944 que seront donc découverts les dépouilles de ces pauvres civils. En 1944, c'est une date aussi très importante. C'est à ce moment-là, et même quelques années avant, dès 1943, où l'Allemagne commence à tenter le tout pour le tout, dans le but de gagner la Seconde Guerre mondiale, ou du moins de tout faire pour gagner la Seconde Guerre mondiale. Et étaient apparus, dans ces moments-là, les fameux missiles V2. Missiles V2 qui devaient, normalement, renverser le cours de la guerre et permettre aux Allemands donc de gagner la Seconde Guerre mondiale. Il y avait déjà eu une version précédente, le missile V1. Cette fois-ci, le missile V2 emporte une charge utile d'1 tonne. Ce ne sont pas des missiles balistiques comme aujourd'hui, c'est vrai, mais au regard de l'époque, ils sont déjà quand même très efficaces. Parfois, la balistique est assez douteuse, en effet, c'est vraiment les prémices des missiles balistiques. Néanmoins, on peut toucher une cible à plusieurs centaines de kilomètres. Donc ça va être très important pour l'armée allemande. Le problème, c'est que quelques centaines de kilomètres, ça paraît énorme, mais pour toucher des zones alliées, parfois c'est beaucoup trop loin. Et c'est pour ces raisons que l'organisation Todt réquisitionne l'ancien tunnel qui servit en 1916 d'abri pour les troupes françaises pour y mettre 60 missiles V2. Le tunnel de Tavannes sera donc très important pour ces missiles V2. Initialement, il n'y avait qu'un tunnel, le tunnel de 1916 qui a abrité énormément de troupes durant la bataille de Verdun et qui a été ensuite complété par un second tunnel en 1936. L'organisation Todt préfère prendre le tunnel de 1916 qui est un peu plus imposant et dans une forme beaucoup plus simple pour le stockage de missiles V2.
Au tunnel de Tavannes seront donc installées des portes blindées, des sas blindés pour les tireurs et surtout une voie ferrée avec des locomotives qui permettait d'acheminer dans le tunnel de Tavannes 60 missiles V2. Donc chose assez folle, le tunnel de Tavannes c'est une zone très connue du champ de bataille de Verdun, même encore aujourd'hui. Et bien dans ce tunnel de Tavannes, nous aurions dû avoir des missiles V2, ces très célèbres armes iconiques de la Seconde Guerre mondiale. Mais les travaux n'aboutiront pas, et l'armée allemande ne sera pas en mesure de tirer des missiles V2 depuis Verdun, bien que les travaux étaient quasiment achevés. Mais en effet, la débâcle de 1944 obligea l'armée allemande à abandonner le projet et de rejoindre l'Allemagne. La répression à Verdun et autour, durant la Seconde Guerre mondiale, est assez importante. C'est le cas notamment de ma grand-mère, qui l'a vécu. Ma grand-mère n'habitait pas à Verdun, elle habitait à quelques encablures de la ville, mais un jeune d'un petit village tout près de Verdun a été attrapé avec des tracts pro-résistants, par la Gestapo à ce moment-là. Ce jeune a été transféré à Verdun, où il a été pendu au monument de la Victoire. Il était âgé seulement de 18 ans. 1944, c'est une année qui est très importante pour Verdun, car c'est cette année-là que sera libérée la cité. Le 31 août 1944, des troupes américaines entrent dans la ville de Verdun et mettent fin donc à 4 années d'occupation. La ville a été dévastée en grande partie car bombardée par les Américains dans le but de la reprendre. Donc, énormément d'impacts sont encore visibles aujourd'hui sur certaines maisons, sur certaines habitations, certaines constructions de la ville de Verdun. Cette vidéo avait un but qui est très important, c'est de vous faire comprendre que la ville de Verdun a été tourmentée durant les 2 guerres mondiales. Ainsi, durant l'occupation allemande, très nombreuses sont ces photos où on voit l'occupant allemand posé fièrement devant les monuments de la bataille de Verdun et sur le champ de bataille de Verdun en lui-même. Chose assez paradoxale, en 1938 serait inauguré le monument aux combattants israélites tel que j'en parle dans cette vidéo, qui ne sera pas dégradé par l'occupant allemand, mais qui sera juste caché par des planches en bois. En effet, des généraux allemands vétérans de la Première Guerre mondiale et vétérans de la bataille de Verdun feront tout pour empêcher sa destruction. Et par chance, cette destruction n'aura jamais lieu. En 1944, l'inverse se produit. Ce sont donc les libérateurs américains qui vont beaucoup visiter le champ de bataille de Verdun, qui vont aussi beaucoup aimer poser devant ces monuments. Cette vidéo pour moi est importante pour une chose, c'est comprendre qu'une ville comme Verdun, c'est déjà une ville qui est extrêmement glorieuse, de par son histoire et de par sa culture. Verdun, c'est déjà une bataille en 1916, mais c'est aussi une occupation allemande très lourde pour les habitants et les vétérans de la Première Guerre mondiale. On rappelle que Verdun avait été un symbole après-guerre, symbole de résilience opiniâtre, de résistance opiniâtre en 1916, où l'envahisseur allemand n'était jamais passé, n'avait pas réussi à percer le front et à prendre la France. Donc Verdun avait été en quelque sorte la protectrice de la France et de Paris. Et en 1940, ces 2 villes étaient tombées aux mains des Allemands. Donc ce paradoxe, en effet, pour moi, était très important à mettre en lumière dans une vidéo. Donc en effet, pour moi, ce paradoxe était très important à mettre en vidéo. En tout cas, moi je vous remercie. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un like juste en dessous, un commentaire pour faire part de vos impressions et à partager cette vidéo autour de vous. Et surtout, à vous abonner à cette chaîne YouTube car vous êtes encore trop nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés. Autant vous abonner, comme ça dès qu'une vidéo sort, vous serez au courant. En tout cas, moi je vous remercie et je vous dis à très vite.